Bonsoir, chers amis qui nous écoutez et qui nous regardez dans nos émissions de ce soir. Nous sommes mardi 2020 dans les studios de Radio Urumuri au siège ici à Bruxelles. Vous êtes avec... je ne suis pas seul ce soir. J'ai des invités et j'ai des collègues. Je vais commencer par vous présenter l'ambassadeur de l'Égypte, Jean-Marie Vianney, qui est avec moi. Il peut vous dire bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Urumuri. Bonjour aussi à vous deux chers collègues. Je suis enchanté de rencontrer pour la première fois notre collègue. Et j'espère qu'on va faire un bout de chemin ensemble pour éclairer un peu l'audience de notre région des Grands Lacs. Je vous remercie. Yamuhanga. Yaruhanga, ok. C'est un nom facile. Mais il est congolais. Oui, mais vous savez, nous sommes des frères. Hein. Oui, bonjour tout le monde. C'est Jacob Yaruhanga pour le compte de la radio Urumuri dans la République démocratique du Congo, précisément en provenance du Kisangani. Bien, merci donc d'être avec moi, comme je le disais tout à l'heure. J'ai l'habitude des soirées seul devant mon micro et avec mes auditeurs, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous accueillir. Nous allons parler aujourd'hui du rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est un sujet énorme, c'est un sujet qui date de très longtemps parce que c'est depuis que le génocide des Tutsis au Rwanda a eu lieu que ces polémiques existent. Nous allons en reparler. Le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ou 1994 pour les Belges est une source permanente de pas mal de controverses et de débats, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la France et du Rwanda. La coopération militaire entre ces deux pays remonte de 1975 ou 1975 pour les Belges. La France a apporté un soutien militaire, financier et diplomatique au gouvernement de feu Juvenal Habyarimana, conformément aux accords entre les deux pays. Seulement, lorsque le Rwanda fut en guerre contre le FPR, durant 4 années de guerre entrecoupée de périodes de négociations, et lorsque pendant cette guerre, l'avion de Juvenal Habyarimana fut abattu, cela déclenchant, comme nous le savons, le génocide des Tutsis de l'intérieur et le bras de fer commença entre la France et le FPR. Le FPR qui est actuellement au pouvoir à Kigali. Donc, le conflit entre la France et le FPR est devenu le conflit entre la France et le Rwanda actuellement. Le FPR, mécontent du soutien de la France au gouvernement Habyarimana, organisa une campagne contre la France et le FPR attribua même le rôle de co-auteur du génocide des Tutsis à la France. Cela fut facile d'ailleurs. Le FPR s'est appuyé sur une mission humanitaire de la France au Rwanda, que nous connaissons sous le nom de mission turquoise. Une mission qui fut menée justement par les éléments français, militaires et civils, appuyés par quelques éléments venus de quelques autres pays, notamment d'Afrique. Cette mission fut sous l'approbation de l'ONU, comme nous le savons. Alors, l'accusation du Rwanda contre la France trouva un lobby assez important, un lobby du FPR qui est abondant
en France, comme d'ailleurs dans le monde, partout ailleurs dans le monde. Entre-temps, les gouvernements se succédèrent en France et les uns et les autres font des tentatives de renouer les bonnes relations avec le Rwanda, mais sans grand succès. Et lorsqu'arriva le régime d'Emmanuel Macron, qui est au pouvoir actuellement en France, lui, c'est-à-dire Emmanuel Macron, sembla être prêt à tout donner pour y arriver. Donc, arriver à nouer ces bonnes relations avec le Rwanda. Alors, Emmanuel Macron s'engagea même à ouvrir les archives de ses prédécesseurs et il mit en place une commission composée essentiellement d'historiens pour démontrer si oui ou non la France a vraiment eu un rôle quelconque dans le génocide des Tutsis au Rwanda et la nature de ce rôle. Seulement, depuis toute cette mise en place par le président Emmanuel Macron, les officiels, les politiciens, les chercheurs, les historiens français, ils se retrouvent toujours divisés autour de ce supposé rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. La dernière controverse en date vient d'être à l'origine d'une démission de l'historienne renommée, Julie Dandurin, qui vient de se retirer de la commission chargée d'établir le vrai rôle de la France dans le génocide des Rwandais. Voilà, c'est donc ce rôle que nous allons essayer aussi de décortiquer et surtout pourquoi la France a si longtemps a pris tellement de temps pour vraiment s'imposer, dire voilà, voilà notre position, voilà, et mettre un point sur ce rôle supposé co-auteur dans les massacres des Tutsis au Rwanda. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez tout suivi du Rwanda, de l'intérieur du Rwanda, vous avez tout suivi de l'extérieur du Rwanda, je pourrais même dire que vous avez tout suivi de l'intérieur de la France. Vous êtes vraiment, vraiment indiqué pour nous parler de ces controverses qui n'ont jamais cessé, de ce rôle de la France. Est-ce qu'il est sauveteur? Le rôle de la France, c'est d'être sauveteur, c'est d'être co-auteur des crimes contre les Tutsis. Vous avez suivi toutes ces controverses. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous remercie, cher Aloïse, et je ne vais pas faire une conférence, hein, je ne ferai pas une conférence sur le rôle de la France au Rwanda, parce qu'en fait, c'est l'intitulé même de la commission, le rôle de la France au Rwanda, et en particulier dans le conflit. Ce n'est pas précisé au départ que ce soit un rôle dans le génocide, parce que le dire ainsi, c'est supposer que la France a eu un rôle dans le génocide. La commission est loin de pouvoir établir cet élément, et donc nous parlerons du rôle de la France au Rwanda. Mais il y a une accusation du Rwanda comme quoi la France a été co-auteur. Tout à fait, nous y reviendrons pendant le développement, dans l'échange, parce que comme je le dis, ce n'est pas une conférence. D'ailleurs, le grand rôle revient à vous, journalistes, qui devez me poser des questions. Si parfois je déborde, ramenez-moi à plus de mesures. Cependant, comme vous venez de le dire, effectivement, j'ai suivi ce dossier depuis toujours. La France m'a toujours intéressé en tant que pays dont la culture m'habitait depuis mon enfance. Parce que lorsqu'on commence à apprendre une langue à 6 ans et que pendant 60 ans, on ne la maîtrise pas, cette langue-là, à la limite, ça devient une obsession. Quand est-ce que je pourrais vraiment maîtriser le français?
À mon âge, je ne maîtrise pas encore cette langue, alors que je l'ai apprise depuis maintenant 63 ans. C'est dire. Mais ça reste un attrait culturel, la France, pour une partie des Rwandais francophones, des francophones africains. Quand vous allez à Kinshasa, vous ne pouvez pas suivre une phrase en lingala, une phrase de 5 mots, puis il n'y aurait pas 2 mots de français. C'est impossible. À Abidjan, c'est la même chose. À Dakar, à Bamako, partout dans les pays francophones, plutôt le français, disons, c'est la langue et c'est la culture de référence. Donc, à part ça, je me suis frotté aussi au dossier franco-rwandais depuis, je dirais, 1990. Depuis que la France est intervenue en octobre 90 pour arrêter la progression du FPR. Parce que c'est ça, en fait, le rôle que la France a joué en tant que pays ami, comme le Zaïre de l'époque, à l'époque de Mobutu, et comme la Belgique. Des conventions qui existaient déjà entre le Rwanda et la France. Tout à fait. Je dirais qu'avant cette date-là, cette convention ne m'intéressait guère. Je suivais plus, quand j'étais en Éthiopie, à l'OUA, je suivais plus les accords militaires, les accords de défense entre la France et les autres pays africains, parce que là, il y avait des actions concrètes. Par exemple, au Tchad, par exemple, à Djibouti, par exemple, au Sénégal et partout, en Côte d'Ivoire. Je m'y intéressais beaucoup. Au Rwanda, il y avait, je dirais, une sorte d'absence de la France sur le plan militaire et même une coopération assez mesurée. La Belgique régnait en maître. Il y avait aussi les États-Unis, il y avait les organisations internationales, il y avait les institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI, etc. Donc, on suivait plus, quand on était diplomate à l'époque, ces dossiers-là plutôt que la coopération militaire franco-rwandaise, même si la France s'occupait quand même de la formation de la gendarmerie rwandaise, comme elle le faisait au Burundi d'ailleurs. Ce n'était pas qu'au Rwanda. Donc, ceux qui accusent la France d'avoir formé des Rwandais militaires devraient le faire aussi pour le Burundi de l'époque Bagaza, Buyoya et même Michombero, parce qu'il y a eu ça. Revenons donc au dossier rwandais. Je vais diviser la partie, en ce qui me concerne, hein, je vais subdiviser l'entretien de ce soir en 3-4 parties. D'abord, l'intervention de la France au Rwanda. Était-elle légitime? Était-elle justifiée? Ou alors constituait-elle une immixtion dans les affaires intérieures rwandaises? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'appui militaire, parce qu'il y a eu l'opération Noroi qui est allée jusqu'en 93. Ensuite, la France a retiré ses troupes fin 93, en décembre. Et la France est revenue au Rwanda militairement qu'en avril 94, avec l'opération Amaryllis, qui était chargée en fait, d'évacuer les Européens, les ressortissants européens, en particulier français, après l'assassinat du président Habyarimana et les ordres qui ont suivi. 3 mois plus tard, la France reviendra sous le nom de Turquoise, mais en ce moment-là, ce n'était pas une opération proprement française, c'était les Nations Unies qui avaient mandaté, à la demande de la France, ou en tout cas avec son acceptation, qui avaient mandaté la France et certains pays africains d'aller aider les Rwandais à faire la paix, d'aller sauver ce qui pouvait encore l'être, d'aller sauver des rescapés qui se cachaient un peu partout dans les marais, dans des églises, dans des écoles, partout où ils avaient pu se cacher. Je dis les Rwandais parce qu'il n'y avait pas que les Tutsis d'ailleurs. Hein. Aloïse, vous connaissez bien la situation, vous étiez au Rwanda. Il y avait des milliers de Rwandais cachés encore. Tout le monde n'avait pas été massacré. Et donc, là aussi, c'est un dossier que j'ai suivi parce que j'ai été aux Nations Unies. J'étais à New York 2 jours avant l'envoi de Turquoise. On a été reçus par les Nations Unies, par le Boutros Ghali et autres, parce qu'on essayait vraiment de convaincre les Nations Unies, avec la petite voix qu'on avait, d'envoyer des troupes, une assistance pour remplacer la MINUSMA dans la partie sud-ouest et ouest
du Rwanda, parce que le reste était occupé soit par les phares, soit par le FPR. Et la France ne voulait pas du tout. Excusez-moi de m'interrompre. C'est au niveau des Nations Unies qu'on a défini les zones dans lesquelles la mission turquoise devait opérer. En accord avec la France. Oui, En accord avec la France, on n'a pas voulu imposer une solution aux deux belligérants, c'est-à-dire au phare, au gouvernement rwandais, et au FPR. Surtout que le FPR, lui, ne voulait même pas entendre parler de cette opération d'assistance. Donc, la France a préféré. Excusez-moi si je pose cette question, c'est parce que certains ou certaines disent que c'est la France qui a voulu être au sud, dans les régions donc, de la mission turquoise, pour laisser passer les génocidaires, soi-disant. Non, non, pas du tout. Ça, c'était un gros mensonge. Si ce sont les États-Unis qui ont défini les zones dans lesquelles la mission turquoise devait opérer, ça change. Non, non, le caractère de cette mission, c'était la neutralité. La France avait été approchée, vous savez, dès le lendemain de l'assassinat du président Habyarimana, la France a été approchée par le gouvernement rwandais pour intervenir, pour, je dirais même, prendre la capitale Kigali, l'occuper et forcer les deux belligérants à se mettre autour d'une table. Et la France, c'est moi qui ai porté ces messages parce que j'en ai porté plusieurs. En tant qu'ambassadeur, le gouvernement français m'a répondu non, on ne peut pas entrer dans cette guerre. On a quitté le Rwanda en décembre 1993, donc il n'est pas question qu'on prenne une attitude agressive contre l'une ou l'autre partie. En fait, il désignait surtout le FPR, parce que le FPR ne voulait pas entendre parler de retour à la case départ des négociations pour faire la paix. Non. Et donc, la France, en allant au Rwanda en juin 1994, savait bien, je pense qu'elle savait bien à quoi elle s'engageait, mais elle ne s'attendait pas aux accusations de partialité qu'on lui a prêtées, en fait. Donc, la partie qui suit, ce sera pendant le génocide. Après pendant, en fait, l'opération turquoise. Comment la France s'est-elle comportée? Les accusations qui sont portées contre la France sont-elles vraies ou pas? Ça, c'est pour en arriver finalement à cette commission, la commission qui a été mise en place l'année dernière par le président Emmanuel Macron, qui devrait être neutre et qui devait être impartiale et qui devrait en fait associer toutes les connaissances du dossier. Et là aussi, ça pose problème. Est-ce que cette commission, mise en place par le président Macron, est-ce qu'elle a des membres vraiment qui connaissent le dossier? Sinon, dans des livres ou dans les archives, entre guillemets, est-ce que les membres de cette commission sont les mieux indiqués pour parler du rôle de la France de manière impartiale? Surtout qu'on observe que des partis externes à cette commission font pression pour orienter le travail de la commission dans tel ou tel sens. Voilà les parties que l'on pourrait aborder. Je vous repasse la parole pour éventuellement que vous posiez des questions justement sur ces différents chapitres de la relation France-Rwanda. Oui, il y a beaucoup de questions en fait. La France a joué un rôle humanitaire, c'était officiel, c'était écrit noir sur blanc, et il y a des témoins. Je suppose que partout où ils sont passés, il y a des témoins. Rien ne peut égaler le témoignage de quelqu'un qui a vu, qui était présent sur le terrain. Il y en a, comme vous venez de le dire. Je pense que cette commission devrait avoir un plan d'écouter tous ceux qui connaissent le dossier. Est-ce que vous, qui étiez en France, qui étiez ambassadeur pendant toute cette période, qui aviez transporté des messages, comme vous le dites, est-ce que cette commission vous a approché? Est-ce que vous croyez que cette commission
vous entendra. Est-ce qu'elle a entendu ou elle entendra les acteurs de quel bord qu'ils soient dans ce dossier avant de rendre leur rapport? Est-ce que les archives, c'est la deuxième question, est-ce que les archives seules peuvent donner une vue exacte du rôle de la France au Rwanda? Pour ces deux façons de procéder, est-ce que cette commission risque d'être vraiment efficace pour éclaircir ce rôle de la France? Je pense qu'il y a peu de chances que cette commission aboutisse à des résultats satisfaisants pour tout le monde. Parce que dès le départ, elle est partie sur des fausses bases. D'abord, la composition, comme je l'ai dit, ils ont tout fait pour éliminer toutes les personnes pouvant apporter leur témoignage. Tous ceux qui ont écrit des livres sur le Rwanda, tous ceux qui soutiennent, par exemple, que la France n'a pas envahi le Rwanda, que la France a été invitée en 90, suite à l'agression de le Rwanda a été l'objet. Vous vous rappelez que le 1er octobre 90, des troupes ougandaises, je dis bien des troupes ougandaises, ont envahi le Rwanda. C'était, à premier abord, des militaires ougandais qui étaient en uniforme ougandais, qui étaient équipés d'armes ougandaises, qui étaient transportés par des camions militaires ougandais et qui s'exprimaient dans les langues de ce pays. Donc, à première vue, c'était une agression extérieure. En ce moment-là, j'étais à l'OIOA et l'OIOA n'était pas loin de partager mon analyse. Sauf que le problème, c'est que le président Museveni d'Ouganda était à l'époque président en exercice de l'OIOA. Et il a tout fait pour empêcher le secrétaire général de l'OIOA, notamment le secrétaire général Salim Ahmed Salim, son adjoint Sylvestre Nsanzimana et les autres. Il a tout fait pour les neutraliser, pour les empêcher de condamner cette agression, comme cela se faisait lorsqu'il s'agissait d'autres pays. Par contre, Museveni a toujours déclaré que ce n'était pas son armée, que c'était des déserteurs de son armée qui avaient attaqué le Rwanda et qu'il les châtierait comme cela se devait à l'époque, si jamais ils revenaient en Ouganda. C'était un gros mensonge parce que fin octobre, ils sont retournés en Ouganda et au lieu d'être sanctionnés comme déserteurs, au contraire, ils ont été rééquipés, réentraînés et renvoyés au Rwanda. Plus forts, avec plus de munitions, avec plus de personnel aguerri, des Rwandais comme des Ougandais d'ailleurs. Donc ça déjà, c'est un grand mensonge. Lorsqu'on dit que c'est le FPR qui a attaqué, que la France ne devait pas intervenir dans une affaire intérieure, je crois qu'on n'a pas bien compris que dès le départ, même les Rwandais ne savaient pas qui avait attaqué leur pays. Donc là déjà, il faudrait qu'on dise la vérité. Ce n'est pas le lieu, on ne peut pas le dire dans une seule émission comme ça. Mais je proposerais que petit à petit, on aborde chaque chapitre dans différentes émissions. Bref, pour moi, la France a appliqué une convention, un accord qu'elle avait signé avec un État souverain, le Rwanda. Je l'ai dit, la France avait signé ce genre d'accord avec plusieurs pays africains. Et donc, en intervenant comme la Belgique, comme le Zaïre, hein, elle ne faisait que respecter tout simplement la parole donnée. C'est comme ça que ça se passe entre pays civilisés. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, pendant la guerre, certains disent que la France aurait combattu aux côtés des phares. Je doute fort que cela ait eu lieu. Peut-être que la France a dû participer à des coups de semonce, à des coups de... Chaque fois que le FPR a voulu avancer trop, alors que les négociations étaient en cours, effectivement, on me dit que parfois, les troupes françaises qui étaient les seules à manier certains armements intervenaient pour arrêter, pour maintenir le statu quo sur le terrain. Je pense aussi que la France s'était engagée du côté des phares. Pas pour faire la guerre. Ça serait su. De toute façon, même si le côté FPR, ils étaient armés par l'Ouganda et les États-Unis et autres.
il n'aurait pas fait le poids contre la France si vraiment elle s'était engagée à Tout à fait. battre sur le côté de... Si la France avait voulu aider les phares, le FPR n'aurait pas pris Kigali. Ça, c'est au moins que ce soit entendu. La France ne s'est pas autant engagée qu'elle l'a fait au Tchad, par exemple. Rappelez-vous, en 86-7, lorsque la Libye a attaqué le Tchad, la France a dû intervenir avec tous les moyens dont elle disposait, des avions de combat. Vous rappelez-vous de la guerre de Faya-Largeau et des autres villes tchadiennes. Si la France n'était pas intervenue, la Libye prenait le Tchad en quelques mois. Ça, j'ai suivi en direct puisque j'étais déjà en Éthiopie et il y avait des débats où la France de se battre clandestinement. Quand ils s'engagent au vu. Là, ce n'était pas clandestin. La France se battait officiellement et sans cacher son engagement contre les troupes libyennes. C'était connu. Parce qu'il y avait une agression extérieure d'un pays africain contre un autre pays africain et la France avait signé des accords dans ce sens-là. Donc, pour le Rwanda, nous devons être tout à fait objectifs. Il n'y a pas de raison que ce soit un scandale. Le fait que la France ait aidé l'armée rwandaise à former ses cadres, à avoir des munitions, des armes, de toute façon, que la France donnait aussi à tous les pays voisins. L'Ouganda aussi était armé d'une certaine manière. L'Ouganda achetait des armes dans tous les pays du monde. Et donc, je pense que c'est une injustice que de vouloir reprocher à la France ce qu'elle a fait au Rwanda alors qu'on tolère ça dans les autres pays africains. Et deuxièmement, parfois on reproche aux militaires français d'avoir contrôlé les identités sur les points de contrôle pendant la guerre. Enfin, je dis que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, tous les gens qui sont à Bamako ou dans le nord du Mali vous disent la même chose. Les militaires français, quand ils interviennent comme les Américains, comme les autres, les Américains le font dans les pays où ils sont ou alors où ils étaient. En Afghanistan, ils l'ont fait. En Irak, ils doivent contrôler pour ne pas laisser passer des terroristes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent exterminer une partie de la population. Les Français, quand ils étaient au Rwanda, ils ne pouvaient pas distinguer entre un Hutu et un Tutsi, qu'on soit clair. Ils vérifiaient les identités, mais personne ne m'a jamais dit qu'ils aient pu, à un moment donné, par exemple, trier les Rwandais selon les ethnies et leur faire du mal. Je ne crois pas. Certains pourront le dire, mais c'est un grand mensonge, parce qu'on a aussi quand même des témoignages, des témoignages divers et variés, pour prouver que ce n'était pas vrai. Et 93, la France est partie du Rwanda au moment où le gouvernement rwandais demandait qu'elle reste. Enfin, le gouvernement, le président, Habyarimana en tout cas. Parce que rappelez-vous, à un moment donné, le Premier ministre Nsengimana avait suggéré que la France quitte le Rwanda. Ce qui avait soulevé d'ailleurs beaucoup de problèmes entre les partis politiques du Rwanda. Et la France avait dû dire, écoutez, si vous voulez que mes troupes ou que la France quitte le Rwanda, dites-le nous clairement, on partira. C'est vous qui nous avez appelés pour vous aider, à vous organiser, à créer un front solide. Mais c'est vous qui devez vous battre, effectivement. Ce n'est pas nous qui allons nous battre à votre place. Les choses se sont calmées jusqu'en décembre. Vous savez, en 93 précisément, à partir du 13 octobre, je crois, si mes souvenirs sont bons, le président Habyarimana est arrivé à Paris, il a rencontré quasiment tout le monde. C'était à l'époque de la cohabitation entre le président Mitterrand socialiste et l'opposition de droite. Le premier ministre à l'époque, c'était Édouard Balladur, le ministre des Affaires étrangères, c'était Alain Juppé. Et en fait, dans le gouvernement, il n'y avait plus de socialistes. Il n'y avait que le président Mitterrand et un gouvernement de droite. Le président Habyarimana, que j'ai eu à l'époque l'honneur d'accompagner dans ces différentes rencontres, j'ai entendu quand même ce qu'on lui répondait. Lui, il voulait être armé, il voulait être soutenu davantage. Et la France a dit non. Vous venez de signer un accord de paix. Parce que c'était 2 mois après la signature des accords de paix d'Arusha.
Donc le président disait, je veux bien, mais je ne fais pas trop confiance. Si vous pouvez nous accompagner davantage, sans bousculer les fronts acquis, mais au moins que nous soyons dans une situation confortable où si le FPR veut nous attaquer, il ne pourrait pas prendre le pays. Eh bien, la réponse des dirigeants français, le président Mitterrand, le directeur de cabinet du Premier ministre, parce que le Premier ministre n'a pas pu rencontrer le président, le ministre Juppé lui-même et beaucoup d'autres, lui disant, non, monsieur le président, vous avez signé un accord de paix, il n'y a pas de raison de vous surarmer. Et donc, toute aide lui a été refusée. À moins qu'il y ait eu d'autres rencontres secrètes, c'était tout à fait logique. Mais à l'époque, on ignorait que le FPR, ou on le savait, mais on voulait pas trop, la France ne voulait pas trop rester au Rwanda, le FPR, lui, continuait à s'armer. Même lorsque l'embargo a été décrété sur les deux belligérants, c'est plus les forces armées rwandaises qui ont subi le poids de l'embargo. Ce n'est pas le FPR. Le FPR avait son appui derrière. Il s'appuyait sur les frontières ougandaises pour faire passer tout ce qu'il voulait. Le FPR bénéficiait d'armes sophistiquées, de Katyusha que la pauvre armée rwandaise n'avait peut-être pas. Je ne suis pas sûr qu'elle ait eu ça. Et donc, à la fin, ça a été inégal. La France a retiré ses troupes en décembre, à la mi-décembre 93. Donc, en fait, janvier, février, mars, avril, il n'y avait pas de troupes françaises au Rwanda, que cela soit clair. Il n'y avait plus il faut ajouter aussi mai et mi-juin. En fait, en ce moment-là, donc à partir de décembre, il n'y avait plus qu'une petite unité de coopération militaire sans plus, comme elle existait avant, comme elle a toujours existé. Mais ce n'était pas une unité opérationnelle pour faire la guerre, pour accompagner le... De toute façon, il n'y avait plus de guerre, puisqu'il y avait déjà un accord de paix. Et donc, tout a basculé en avril, avec l'assassinat du président Habyarimana et du président Cyprien Taryamira et de tout l'équipage qui était français. Ça aussi, il faut le dire. Donc, il y a 3 Français qui sont morts dans l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Mais il y a aussi d'autres Français qui ont été assassinés à Kimihurura et ailleurs, des militaires ou des civils. Et ça, ce n'est pas considéré peut-être dans cette commission, mais c'est un fait qu'il convient de relever. Entre avril et juin, juin étant la date plutôt le mois de la résolution qui a créé l'opération turquoise. Il n'y avait pas de troupes françaises au Rwanda. Elles ne sont arrivées qu'en avril pour, je l'ai dit tout à l'heure, pour évacuer les ressortissants européens ou autres qui l'avaient demandé. Cette opération s'est passée, voilà, elle s'est très bien passée. Il y avait tous les étrangers, enfin, tous les Européens et les Occidentaux avec voilà. eux, ils sont partis avec, donc ils ne sont pas restés. Tout à fait, ils ont fait leur travail, aux côtés des Belges d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il y a même eu des unités allemandes, si mes souvenirs sont bons. Mais il n'y a pas eu de guerre contre le FPR, il n'y a pas eu de massacre des Tutsis ou des Hutus par l'opération Amaryllis. Les Français ont retiré leur personnel de l'ambassade, les ressortissants français et autres Européens, et puis c'était tout. Après, la France a essayé d'établir un pont entre les forces armées rwandaises et le FPR très discrètement, très discrètement, mais elle n'a pas réussi. Diplomatique, un pont... Je dirais diplomatique à New York. Hein. C'est clair que notre ambassadeur était en contact avec l'ambassadeur de France et aussi avec la délégation du FPR qui était composée de messieurs Gahima et de Saïdi. Ces gens-là voyaient l'ambassadeur de France. Ils voyaient tout le monde d'ailleurs, de toute façon. Et donc, à notre demande, à la demande de plusieurs partenaires du Rwanda,
qui savait quand même que la France avait passé 3 mois aux côtés du FPR finalement et des phares. Parce que rappelons-nous, nous sommes en train de parler de guerre, mais nous n'avons pas parlé du rôle de la France dans le processus de paix. Je dois signaler ici que en juillet 1992, ont été lancées les premières négociations officielles entre le FPR et le gouvernement rwandais. Et elles ont commencé à Paris. On est resté quelques jours ensemble, déjà pour établir un ordre du jour. Je vous assure que ça n'a pas été facile. Il a fallu que la France insiste, fasse pression sur les deux belligérants pour que, enfin, on puisse s'accorder sur un ordre du jour, déjà, sans entrer dans le fond et dans le contenu des négociations. Un exemple qui m'a toujours marqué et qui m'est resté à l'esprit, c'est la question des réfugiés, par exemple. Rappelez-vous, en 90, le FPR disait que sa priorité, c'était aussi de rapatrier les réfugiés rwandais. Eh bien, je vais vous dire, en juillet 92, lorsque nous avons commencé les négociations, et c'était quand même des négociations qui étaient conduites côté FPR par Pasteur Bizimungu, qui deviendra plus tard le président de la République, où il y avait Yozagara, Patrick Mazimpaka et celui qui était ambassadeur à Kampala jusqu'à récemment, comment il s'appelle encore, enfin, c'était à l'époque, il était, je crois, commandant. C'était un homme très, très important dans le dispositif militaire du FPR. Côté rwandais, il y avait le ministre, Ngoulinzira, il y avait l'ambassadeur Kanyarushoki, il y avait moi, et il y avait quelques autres personnes de très haut niveau. Ce n'était pas des gens qu'on avait ramassés dans la rue pour aller négocier à Paris. C'était vraiment le lancement des négociations officielles après les cessez-le-feu, après après d'autres rencontres informelles ou formelles, mais qui n'étaient pas des négociations, qui consistaient surtout à créer un bon climat propice aux négociations. Mais c'est la France qui a, j'allais dire, imposé, non. C'est la France qui a convaincu les deux parties à commencer des négociations sérieuses sur l'arrêt de la guerre et éventuellement l'avenir du Rwanda, la participation de tous les Rwandais à la gestion de leur pays, la gestion du pouvoir ensemble et tous les autres sujets qui ont ensuite été poursuivis à Arusha. Et c'est à la demande du FPR, lors du 3e round de négociations, parce qu'on en a eu 3, c'est le FPR qui a demandé que les négociations soient déplacées, en prétendant que ça coûtait cher, que le milieu, qu'ils étaient un peu perdus dans l'ambiance de Paris et qu'ils préféraient que ce soit en Afrique. C'est vrai que d'abord c'était à côté du Rwanda, on pouvait envoyer plusieurs délégués, le FPR aussi, ça pouvait coûter cher, mais la France était prête de toute façon à financer les négociations. Et le FPR n'en voulait pas pour des raisons claires. En fait, la position de la France a toujours été pardon, d'être entre les deux parties, les deux belligérants, donc de susciter les négociations et pour que la guerre cesse. Je pense que tout cela est consigné. Il y a des preuves qui sont consignées dans les archives que la commission va découvrir. Pas seulement. En fait, la France n'a pas été seule. Hein. La France n'était pas seule dans ce processus de négociation. Parce qu'à Paris, plusieurs pays, enfin, quelques pays clés ont participé à ces négociations. Je peux citer l'Ouganda. Pour ces négociations. Tout à fait. Directement, il y avait des délégués étrangers. L'Ouganda était représenté par son ministre des Affaires étrangères, M. Semugerere, un grand ministre des Affaires étrangères, connu
dans la politique ougandaise. Les États-Unis qui ont été, lors de la dernière phase. Les Belges aussi étaient présents, je pense. Pas vraiment. Mais pour les États-Unis, c'était l'ambassadeur Cohen, qui était quand même secrétaire d'État adjoint et qui a joué un grand rôle pour essayer d'amadouer et de convaincre le FPR d'accepter la paix. Ce n'était pas facile au départ. Les États-Unis. Vous avez peur que cette commission ne puisse pas consulter assez d'archives, assez de témoins, selon vous? Non, c'est-à-dire que le problème de cette commission, c'est que c'est des gens qui ont lu ça dans des livres, mais qu'ils n'approchent pas les acteurs, parce qu'ils disent que les acteurs ont un côté, qu'ils sont penchés d'un côté ou de l'autre. Mais non, nous voulons dire la vérité. Si je leur dis, par exemple, effectivement, que la France a poussé les deux parties à engager des négociations, j'espère qu'ils ne vont pas dire que non, la France l'a fait pour faire tuer des Tutsis. Parce que c'est une logique. Derrière, il y a des organisations, il y a des associations qui répètent la même rengaine et qui étaient pourtant des alliés connus du FPR. Donc, si je commence à parler de l'histoire, c'est pour que nos auditeurs, le jour où sortira le rapport de cette commission, qu'ils sachent où se trouve le mensonge et qu'on en reparle. Et nous devons vraiment alimenter les auditeurs de Radio Urumuri en information pour qu'ils comprennent déjà le contexte de cette guerre. Donc, si j'insiste sur la participation de l'Ouganda, par exemple, aux négociations de Paris, c'est pour signaler et pour souligner que ce n'était pas juste un petit détail. Si le ministre Semu Gerere, ougandais, l'Ouganda qui était mis en cause par la partie rwandaise dans la guerre, si le ministre est resté avec nous pendant une journée ou deux, c'est que c'était important, c'est que la France avait joué son rôle diplomatique. C'est la France qui l'a invité, c'est la France qui l'a gardé pendant quelque temps avec nous. Il a été reçu aussi en haut lieu par les autorités françaises. Et c'est vrai qu'à la fin, M. Semu Gerere a fait preuve de beaucoup de compréhension et il a promis notamment, par exemple, d'exiger que le FPR arrête de poursuivre la guerre alors que les négociations avaient commencé. Un autre exemple qui montre qu'il y avait une coopération internationale pour essayer d'arrêter la guerre, c'est que le ministre, le secrétaire d'État adjoint Cohen, a officiellement, devant nous, devant toutes les délégations, il a interpellé un peu le ministre Semu Gerere en lui disant « Monsieur le ministre, l'Ouganda doit prendre ses responsabilités, parce que si vous continuez à aider le FPR, il y en a d'autres qui peuvent aussi continuer à aider le gouvernement rwandais. Donc, il vaut mieux tempérer le FPR pour qu'il arrête la guerre et que la guerre cède la place aux négociations, à des négociations sérieuses. » Donc, il y avait un processus auquel la France a participé. Donc, aller accuser la France d'avoir pris parti pour tel ou tel acteur, je pense que c'est vraiment c'est de la malhonnêteté pure et simple. C'est de la malhonnêteté. Si la France avait voulu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire gagner les phares, elle l'aurait fait comme elle l'a fait dans d'autres pays. Voilà, ça, c'est une question importante. Le souci, c'est que cette commission ne puisse pas démontrer réellement le vrai rôle de la France, n'ayant pas eu accès à toutes les sources d'information. Les sources d'information, quand on fait des recherches, il y a les archives, mais ce n'est pas tout. Les archives, pour tout chercheur, pour toute personne qui veut connaître la vérité, les archives, c'est une source, mais il y a plein d'autres sources. Il y a des témoignages. Les témoignages des acteurs. Il y a les acteurs. Oui, les acteurs qui ont été... Est-ce que nous ne cessons de le dire à cette commission, hein. Vous savez, on envoie quand même des messages. Je pense qu'elle traîne les pieds et qu'elle finira, je l'espère, elle finira par approcher tout le monde. Le problème maintenant, c'est quoi? Quand vous voyez le retrait justement de Mme Julie Danduré, c'est qu'il y a comme un bloc, il y a comme un lobby très puissant
qui agit depuis avant 1994 même, et qui est piloté par des groupes définis ou pas, par des associations, dont la plus célèbre est l'association Survie. Je la cite parce que ne pas la citer serait de la désinformation, hein, ou de la mésinformation. L'association Survie, c'est l'association du fameux Jean Carbonard. Jean Carbonard, un homme que je respecte beaucoup, qui a beaucoup agi en Afrique, surtout en Algérie, qui a aidé beaucoup les populations africaines pendant les différentes guerres que notre continent a connues. Mais, en ce qui concerne le Rwanda, j'avais constaté dès le départ que malgré ses belles paroles, il était vraiment engagé pour le FPR, dès le départ. Je l'ai rencontré pour la première fois, je crois, en 1991. Vous savez, 91, c'était la guerre. Le FPR venait vraiment de relancer l'attaque, d'occuper une partie du territoire rwandais. Et l'association Survie, plus les équipes du FPR en France, faisaient campagne partout. Ils faisaient des conférences, dont une qui m'a marqué aussi, a eu lieu à Orléans, ma ville. Et ce jour-là, le directeur de cabinet du département a eu, je dirais, il a osé contredire Monsieur Carbonard en public. Eh bien, c'est vite parti, hein. Et quand je vous dis que c'est vite parti, je parle d'une gifle. Parce qu'il était très passionné. Lui, il était déjà dans la thèse du génocide dès le départ. Pour lui, lorsqu'il y a une minorité qui se bat contre une majorité, ce sont ses termes, ça ne peut finir que par le génocide de la minorité. Ce qui n'est pas nécessairement c'est pas inéluctable. Et puis 92, fin 92, il a sorti ce terme officiellement sur France 2, je me le rappelle, en direct. Il a parlé de génocide contre les Tutsis. Là, nous sommes en 92. 93, il faisait partie de la fameuse commission internationale chargée de... je ne connais plus l'intitulé exact. C'était une commission chargée d'enquêter sur les atrocités ou les crimes commis par les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement rwandais et le FPR. Il m'était venu une idée ou une question là-dessus. La France a eu aussi d'autres commissions pour un petit peu se pencher sur la question rwandaise. Tout à fait, mais ça c'est après. Oui. C'est 5 ans après. Effectivement, la France a lancé une commission parlementaire d'ailleurs, de très haut niveau, oui, qui était présidée par l'ancien ministre de la Défense. Et cette commission a effectivement regretté que certaines erreurs aient été commises, que la France a pu aller trop loin dans le soutien, mais que la France n'avait pas commis de crime ou n'avait pas dépassé outre mesure les règles internationales connues. Donc, et cela ne suffit pas. Donc, ça ne suffit pas à certains. Qui a fait un rapport certainement, vous savez, un rapport qui a été, donc qui devrait être pris au sérieux par la France. En tout cas, ce rapport n'a pas suffi à Macron, à Emmanuel Macron, pour fixer une position de la France par rapport au rôle qu'elle a joué au Rwanda. Alors, on peut se demander, enfin, ils ont évoqué justement les dossiers classés ou classifiés, qu'ils allaient être déterrés et bon. Mais ce n'est pas ça. Il y a aussi d'autres sources, je pense, que cette commission devrait, voilà. Je pense que là, ils ont parlé surtout des archives françaises. Je pense que c'est ce que vous voulez dire. Effectivement, à mon avis, et c'est un avis partagé par beaucoup, tous les gens raisonnables peuvent comprendre que les archives françaises ne suffisent pas à expliquer
Ni la position de la France, ni le rôle de la France, ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Même les archives du monde ne peuvent pas suffire. Un matériel qui n'a pas d'émotion. Tout à fait. Ne peut pas suffire pour démontrer une situation humaine. Je pense qu'il il faut vraiment exploiter d'autres ressources. Si Jacob, tu as une question, tu peux interrompre qui que ce soit et la poser, hein, ou une objection, ou une... voilà. Merci beaucoup. Justement, j'ai quelques deux petites questions ici. Ce ne sont pas peut-être des questions, mais quelques préoccupations. Nous constatons qu'il y a deux blocs ici. Le premier bloc, un groupe de gens qui se disent que la France doit avoir une responsabilité, soit partielle ou même totale, ou à grande partie, dans ce qui s'est passé au Rwanda, les événements que nous regrettons beaucoup. Nous voyons, après près de 10 ans, ou plus de 10 ans, c'était en 1994, jusqu'en 2019, ça va déjà jusqu'à 15 ans après, la France va constituer une commission qui va s'occuper... 25 ans. 25 ans, merci beaucoup pour la précision. Près de 25 ans après, la France va constituer, jusqu'à 25 ans après, ça c'est un peu plus grave, la France va constituer une commission qui va s'occuper de l'analyse du rôle et l'engagement de la France pour la stabilisation du Rwanda avant ces événements. 25 ans après, donc nous voyons déjà 25 ans de silence, à peu près pendant toutes les 25 années écoulées, la France n'avait pas réagi. Et quand la France va réagir pour chercher à analyser le rôle et l'engagement de la France dans la période allant de 1990 jusqu'en 1994 par monsieur le président Emmanuel Macron en 2019, cette commission va être constituée avec des personnes qui n'étaient pas des témoins directs des événements qui avaient eu lieu au Rwanda. Je crois que ça peut pousser les gens encore à se poser plus de questions, surtout les gens qui voient une partie de la responsabilité de la France, quand on voit le silence de la France pendant 25 ans, et puis quand la commission de l'analyse des événements qui se sont déroulés au Rwanda va se constituer par des personnes qui n'étaient pas des témoins, qui ne peuvent pas donner, qui ne peuvent pas amener à trouver des éléments que beaucoup attendent. Je crois que ça donne des raisons à ceux qui se disent qu'il y a une partie de la responsabilité de la France dans ces événements qu'il ne faut pas négliger. C'est comme si ça renforce un peu des raisons ou des arguments pour des gens qui se posent des questions. Je ne sais pas si, monsieur l'ambassadeur, vous voyez cet angle de l'affaire. Merci, Jacob. C'est une très, très, très bonne question parce qu'effectivement, il y a lieu de se demander pourquoi, à chaque fois, on monte les échelles. Vous savez, en 1994, moi, j'étais à Kigali, au ministère des Affaires étrangères, ministre. Après le génocide, j'ai eu à rendre visite aux rescapés Tutsis du génocide à Kyangourou, c'est-à-dire à la frontière avec le Zaïre à l'époque, par où Turquoise avait pénétré d'ailleurs au Rwanda, avec 3 de mes collègues ministres, envoyés par le gouvernement précisément pour voir dans quel état était la préfecture, parce qu'elle était encore occupée par Turquoise. Pas de force, parce que c'est les Nations Unies qui en avaient décidé ainsi. Mais nous avons été protégés pendant tout notre séjour par les forces de Turquoise. Nous avons rencontré les rescapés du génocide, nous avons rencontré la population locale, et il n'y avait que satisfaction de notre part par rapport à l'action des troupes de Turquoise en ce moment-là.
je dois rappeler aussi qu'après, au moment du départ de l'opération turquoise, le Rwanda s'est félicité du rôle joué par cette opération qui, rappelons-le quand même, a sauvé des dizaines de milliers de Rwandais, surtout des Tutsis qui étaient dans la préfecture de Cyangugu. Elle a pu rassembler des Tutsis réfugiés ou cachés dans les différentes préfectures de la zone, Kibuye, Gikongoro, même Butare, à Cyangugu. Donc, le gouvernement rwandais s'est félicité de son travail, du travail de l'opération turquoise. Et cette ambiance a continué après 1994. Il n'y avait pas de récrimination du gouvernement du FPR contre la France. Au contraire, en 2006, lorsque le rapport du juge Bruguère, j'espère que Jacob a pu suivre la partie que j'ai développée là. Donc, en fait, tout a commencé en 2006. Je veux dire même à ceux qui ne savent pas qu'à l'époque, entre 1994 et 2006, les rescapés Tutsis de Cyangugu, Kibuye, Gikongoro ils avaient composé des chansons qui rendaient hommage à Turquoise et à la France, qui les avait sauvés. Mais lorsque le rapport du juge Bruguère est sorti en 2006, je rappelle que ce rapport mettait quand même en cause les responsables du gouvernement rwandais et les responsables du FPR dans l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Eh bien, le FPR s'est fâché, ils ont traité la France de tous les noms, et c'est là qu'ils ont commencé maintenant à parler de participation de la France au génocide. Sinon, jusque-là, tout était normal. Les bonnes relations avaient repris. La France avait commencé à financer des projets au Rwanda et tout et tout. Donc, chaque fois que vous voyez la création d'une commission en France, chaque fois que vous m'entendez? Oui, j'espère que vous m'entendez aussi. Je disais que je voudrais vous proposer, parce que c'est un sujet vraiment long, et que nous devrons vraiment approfondir. Donc, je vais terminer la phrase parce que je réponds à la question de Jacob qui se pose des questions légitimes. Pourquoi maintenant? Donc, c'est surtout dès la sortie du rapport Bruguère. C'était fait, je dirais, la France a été punie pour avoir permis à sa justice de mener une enquête neutre, indépendante, laquelle enquête a abouti à la mise en cause des responsables du FPR dans l'assassinat du président Habyarimana et dans tout ce qui a suivi. Ensuite, 4 ans plus tard, en 2010, est arrivée la rencontre entre, il ne faut pas négliger ça, entre Paul Kagame et le président Sarkozy. Ça n'a pas été banal. Rappelez-vous, c'est cette année que Sarkozy est allé à Kigali, le président Sarkozy, et que finalement, le président Kagame est venu en France. Qu'est-ce qui a facilité ce rétablissement, ce réchauffement des relations entre les deux pays? C'est que le président Sarkozy avait un ministre qui s'appelait Bernard Kouchner. Bernard Kouchner qui est socialiste, mais qu'un président de droite avait mis dans son gouvernement. Pourquoi? Et je ne sais pas, je ne connais pas leurs relations personnelles, mais en tout cas, c'était le cas. Et c'est Bernard Kouchner, un ami de longue date de Kagame, Bernard Kouchner, dont l'association, pendant toute la guerre, était dans la partie nord du Rwanda. C'était des médecins qui avaient des pharmacies et qui avaient aussi un hôpital de campagne dans la zone contrôlée par le FPR. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit neutre. Il a accompagné le FPR pendant la guerre. C'est le seul qui pouvait avoir accès à la zone occupée par le FPR. Les journalistes n'y avaient pas accès. Les organisations des droits de l'homme n'avaient pas accès à cette zone. Mais le ministre Kouchner, alors à l'époque, il n'était plus ministre, mais il était influent, ministre de Mitterrand. Et donc, ça crée des liens, ce genre de relations. Donc, en 2010,
C'est Kouchner qui a convaincu le président Sarkozy d'aller au Rwanda et qui l'a convaincu de recevoir Paul Kagame ici. Et c'est en fait le basculement, c'est à cette époque-là qu'il a eu lieu. C'est là que toutes les organisations, tout le lobby pro-FPR en France a appris je dirais, ils ont été réhabilités, ils sont devenus très très forts dans ce pays, jusqu'à renverser la vérité, jusqu'à faire passer les thèses les plus fantaisistes, jusqu'à traiter tout le monde de négationniste. Et quand vous ne dites pas que Kagame a arrêté le génocide, vous êtes automatiquement un négationniste, alors que ça n'a rien à voir. Ça peut ne pas être vrai selon qui voit ça, mais ça ne fait pas de vous un négationniste de dire que le président Kagame et le FPR n'ont pas arrêté le génocide. Dans la partie que la France contrôlait en 1994, effectivement, la France a arrêté le génocide par là-bas. Et le FPR faisait la guerre aux phares. Alors, ça, c'est une façon d'expliquer les choses, mais après le génocide, 4 ans après, la France a mis en place une commission parlementaire de manière sereine. C'était vraiment des parlementaires de tous horizons, différents partis politiques. Ce n'était pas l'obédience du président de l'époque. Ils ont fait un rapport, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce rapport pèse très très lourd. Mais les amis de Kagame, le lobby de Kagame en France a préféré l'ignorer et a même commencé à faire pression sur le président de cette commission, qui est aujourd'hui pour eux un négationniste, parce qu'il a dit tout simplement que la France n'a pas participé ni au combat, ni au génocide contre les Tutsis. Et donc, quelques années plus tard, quand ce point de vue n'a pas pu devenir officiel, ces lobbies reviennent en force. Ils profitent, je crois aussi, comme nous l'avons dit au début de cette émission, ils profitent du fait que les jeunes qui sont au pouvoir en France aujourd'hui n'ont pas vécu les événements. Rappelez-vous, le président Macron, lors de ces événements, il avait 15 ans. Il avait 15 ans, c'est un homme très brillant, il a dû suivre quand même la guerre du Rwanda, mais il ne peut pas dire qu'il maîtrise le dossier. Il ne peut pas. Il a d'autres préoccupations. Si vous le permettez, je vais vous interrompre un tout petit peu pour vous proposer de couper l'émission en deux. Nous attaquons un volet très important, le volet des lobbies, donc qui ont, disons, essayé de biaiser, de faire dévier les recherches et les résultats. Et nous avons cette commission maintenant qui est en place, dont nous devons parler de façon vraiment approfondie, sa composition, son efficacité, les résultats que la commission risque d'obtenir en cas 2, parce que nous devons analyser tout ça. Alors, je vais vous proposer une deuxième partie de cette émission qui s'attaquera justement à ce volet, parce que j'ai des gens dans la salle d'attente pour une autre émission, mais je vous remercie vraiment pour l'approfondissement, du moins de cette partie-là. C'est clair pour tout le monde, la volonté de la France depuis le début jusqu'à la fin des hostilités, de la fin du génocide au Rwanda. En tout cas, l'intention de la France et son rôle, selon les témoins, du moins le témoin vraiment sur le terrain, comme il vient de nous le présenter, le rôle est clair. Donc, il reste la partie vraiment délicate et pourtant importante de voir comment les influences qui sont entrées, qui ont empêché 25 ans, maintenant c'est 26, que la vérité, disons, indiscutable, défendable par Macron, par qui que ce soit, ait été mise à jour et jusqu'à présent. Donc,
il y a eu le rôle des lobbies, le rôle de ceci, le rôle de cela. Là, c'est un grand travail que nous allons essayer de faire pour mardi prochain, si vous le permettez. Je vous remercie donc d'être venu à cette émission et vous invite donc pour mardi. D'ici là. Merci Aloïse. Effectivement, vous avez raison de diviser cette analyse en deux parties, parce que ce qui va suivre sera très probablement aussi intéressant que la partie qu'on a vue aujourd'hui. Et vraiment, je profite de ce moment pour remercier Jacob d'avoir soulevé cette question. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi tout revient à la surface? On peut dire la même chose d'ailleurs, puisqu'il est congolais. On peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe au Congo aujourd'hui? Et ça, on y reviendra une autre fois. Pourquoi aujourd'hui il y a ça, ça, ça? Que fait le Rwanda? Le pouvoir de Kagame, pourquoi il est mêlé à tout ça? Il y a aussi une autre question qu'on n'a jamais posée. Le rôle du gouvernement rwandais avant 1994, aujourd'hui il est connu. Il y a eu des procès au niveau du tribunal pénal international. Il y a eu des procès au niveau des tribunaux populaires, Gachacha. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir, mais après tout, c'était une guerre. Il y avait deux belligérants. Quel est le rôle du FPR dans tout ça? Est-ce qu'il est plus important de parler du rôle de la France avant de comprendre le rôle du FPR dans cette guerre? Et après, ça aussi, je propose qu'on en fasse un sujet. Là, on est engagé dans le rôle de la France, la commission sur le rôle de la France. Mais je voudrais qu'aussitôt après, si possible, parce qu'on a des experts, hein, on a déjà organisé une conférence internationale sur le rôle de tous les acteurs dans le dossier rwandais, c'était en 2014, dans La Haye. Il y avait des spécialistes venus de partout dans le monde. De partout dans le monde. Il faudra peut-être que nous, Rwandais, on en parle aussi. Voilà. Notre deuxième émission, vraiment, disons, aurait vraiment besoin des résultats d'une telle rencontre. Ils ont parlé un peu de tout, de façon approfondie. Ça, ce sera la troisième partie peut-être. La prochaine, ce sera la commission française. Mais après, il faudra qu'on entre dans le sujet. Qu'a fait le FPR? Que cache le FPR? Parce que tout ça, je reviens à la question de Jacob, le FPR continue d'agiter toutes ces accusations. C'est aussi pour masquer la réalité. C'est pour qu'on ne parle jamais de son rôle dans le génocide. Voilà, c'est ça. Et alors, je fais une proposition, puisque Jacob est là. Si jamais vous avez besoin de documentation, Jacob, si vous avez besoin de livres ou de ceci, cela, je vais m'arranger avec Aloïse, et puis on vous fera parvenir toute documentation sur ce sujet et sur les autres. Je vais vous donner comme ça, vous pourrez directement communiquer tout à fait. Sur le sujet. Et surtout, je le remercie d'intervenir pour Radio Rumori. C'est une radio finalement qui n'est pas que rwandaise, qui est une radio régionale. Votre présence, la présence de l'équipe à Mugisha et l'équipe à Fabian à Nairobi le prouve. Hein. C'est vraiment... en tout cas, merci de faire ce que vous faites. Merci. Merci à vous aussi, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous aussi, monsieur Aloïs, d'avoir organisé cette rencontre avec monsieur l'ambassadeur qui nous a livré beaucoup d'informations au sujet de l'événement malheureux qui avait eu lieu en 1994 au Rwanda. Voilà, donc d'ici mardi, je vous souhaite de beaux moments et portez-vous bien et bonne soirée chez vous et à mardi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Et nous tâcherons d'être là parce que c'est vraiment important. Et n'oubliez pas de saluer nos frères de Kisangani. Hein. Merci. Je connais bien. Merci.